Jean-Marc Daniel est polytechnicien, il a fait l'ENSAE, donc il a eu sa période statistique, INSEE, il a travaillé à l'OFCE, et puis il a enseigné à différents endroits, il enseigne toujours à l'École supérieure de commerce de Paris. Donc c'est quelqu'un qui aime débattre aussi, qui aime partager les idées, écrit de nombreux ouvrages, s'intéresse à l'histoire des idées, entre autres des idées libérales au 19e, mais pas que. Il essaie aussi de diffuser les idées à travers la revue sociétale, donc il est directeur du conseil, de l'édition. Et donc, beaucoup d'entre nous aussi le connaissent à travers ses apparitions dans la grande presse. En particulier, moi, la voix de Jean-Marc sur BFM est évidemment voilà, quelque chose qui est doux à nos oreilles, une chose douce à nos oreilles. Voilà, et je suis donc très heureux que Jean-Marc soit venu ici nous proposer son analyse depuis la houlée, depuis les gens qu'il rencontre et les gens avec lesquels il interagit. Il va nous parler du chrysohédonisme. Alors, je ne vois pas trop où il veut aller, mais j'ai peut-être quelques idées, mais voilà, je m'attends à être surpris. Jean-Marc, merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invité. J'ai choisi de m'asseoir et de ne pas parler debout parce que, comme j'ai coutume de dire, je suis de plus en plus fier de mon lieu de naissance et de moins en moins de ma date de naissance. Et donc j'arrive à un moment où finalement c'est assez confortable de s'asseoir. Alors une des conséquences de ça, c'est que je suis professeur mais émérite. Et donc pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement de l'université, quand on est émérite, ça veut dire qu'on ne fait plus rien. On se contente de signer des textes pour assurer la lisibilité, la visibilité de l'institution dans laquelle on a enseigné, ce qui est mon cas. Donc je salue notre ami Alain Laurent parce que nous avons publié ensemble, en fait c'est lui qui a été l'éditeur, nous avons sur un texte de Michel Chevalier, que Michel Chevalier, donc professeur au Collège de France, fait sa leçon inaugurale en 1848 au mois de février. Et il est interrompu par les gens qui sont en train de faire la Révolution. Et donc, il ne finit pas sa leçon inaugurale. Et il la reprend le 23 février 1849, c'est-à-dire un an jour pour jour après la Révolution de février 48. Et ça s'appelle, il appelle ça l'économie politique et le socialisme. Et il définit comme étant l'ennemi de l'économie politique, de la réflexion économique, de la science économique, l'alchimie. Il dit, les gens qui croient que c'est par l'augmentation de la quantité d'or que l'on va résoudre les problèmes se trompent. C'était l'erreur des alchimistes et c'est devenu l'erreur des économistes. Enfin, des socialistes, des économistes entre guillemets, c'est-à-dire des socialistes qui se proclament économistes. Alors, chrysohédonisme, je rappelle l'expression, pourquoi j'ai utilisé ce mot. Donc, à la même époque, le professeur d'économie à Berlin a un nom typiquement prussien, puisqu'il s'appelle Frédéric Ancillon, donc famille prussienne typique, donc ancêtre venant de Nîmes. Dans son cours d'économie, il dit en fait il y a trois façons d'appréhender l'économie. Il y a les gens qui pensent que la source de la richesse c'est la nature, et donc ça ce sont les physiocrates. Je reviendrai là-dessus. La deuxième façon, c'est les gens qui pensent que la source de la richesse c'est le travail. Et il dit la nature n'a pas été particulièrement généreuse avec les Anglais, et pourtant c'est eux qui sont à la tête de l'économie mondiale en ce moment. Ce qui prouve bien qu'on construit sa richesse, non pas sur des bases extérieures, mais véritablement sur sa capacité à mobiliser son travail et son génie. Et puis il dit, il y a ceux qui ont vainement essayé de chercher la richesse dans l'accumulation d'or, donc chrysohédonisme en grec, ça veut dire amour de l'or. Et il dit, ces gens-là ont échoué, et ces gens-là sont voués à disparaître dans la poubelle de l'histoire. Il dit simplement, la nature est ingrate et le travail est pénible, et donc il y a toujours une tentation, donc lui aussi il parle de tentation alchimiste, régulièrement il va y avoir des gens qui vont nous expliquer que finalement il suffit de découvrir un trésor, il suffit de piller un pays, on parlait de guerre, des éléments de la guerre, c'est aussi d'aller chercher l'or des autres, et donc
il suffit de faire ça pour obtenir la richesse. Alors, à titre personnel, je pense que nous sommes en train de terminer une période qui aura été une période chryso-hédoniste. Ce qui est intéressant, c'est qu'Ancillon avait d'ailleurs il avait dit le XVIIe siècle a été chryso-hédoniste, le XVIIIe siècle physiocrate, le XIXe siècle anglais et ponocrate, et il dit la grande menace qui pèsera sur le XXe siècle, c'est le retour du chryso-hédonisme. Et donc, nous avons subi un retour du chryso-hédonisme, ça s'appelle le keynésianisme, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est riche que l'on dépense, c'est parce qu'on dépense que l'on est riche, et pour dépenser, comme on n'a pas d'argent, on le crée, donc on réinvente l'alchimie au travers de la dette. Et donc, je pense que nous arrivons au bout de ce processus. Et donc, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour une pensée libérale, ponocratique, qui intégrerait la physiocratie. On parlait de mon livre sur découvrir les physiocrates, c'est-à-dire une pensée qui serait la synthèse de ces deux écoles identifiées par Ancillon, avec cette idée que l'objectif, c'est de solder la période chryso-hédoniste. Alors, récemment, c'est peut-être... Enfin, c'est... une aparté, une parenthèse, récemment dans mes prestations, je suis parfois invité sur France Inter. Je pense que c'est pour leur donner l'illusion qu'ils sont ouverts d'esprit. C'est-à-dire, il y a 99 économistes atterrés, puis moi, ils disent, vous voyez bien qu'on est... Donc je suis assez flatté d'ailleurs. Je pense qu'en unité de parution sur France Inter, je vaux à peu près une centaine d'économistes atterrés, donc ça me flatte. Je pense qu'en nombre de gens qui appellent après, effectivement, le standard saute avec une exigence que j'ai ma balle dans la nuque très rapidement, mais bon. Et le journaliste me dit, mais vous avez conscience que vous êtes le seul économiste libéral? Alors je dis non, je ne suis pas le seul, il y a aussi d'autres. Et puis je vais vous dire, je ne suis pas le seul, je pense que je suis le premier. D'une vague qui arrive, et donc vous ne mesurez pas le fait qu'elle va être nécessairement présente dans les années qui viennent, parce que tout ce qui a été fait au nom du dirigisme a échoué jusqu'à présent. Et donc, pourquoi je pense qu'on est arrivé à un moment où le chryso-hédonisme va disparaître? Parce que je pense que les promesses du chryso-hédonisme sont manifestement de plus en plus démenties par les réalités. Alors je rappelle là aussi, donc je suis effectivement... passé par une grande école scientifique à caractère militaire. Cette expression, d'ailleurs, est celle d'un ancien président de la République, ancien élève de cette institution. Et il y a 50 ans, il était ministre de l'économie et des finances. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était que, interrogé pour l'occasion des vœux, on est en 1974, il présente ses vœux à la presse, et il est interrogé sur le choc pétrolier, puisque le choc pétrolier date de l'automne 1973. Et dans ses vœux, il a parlé de ça de façon relativement détachée. Alors, le journaliste qui est en face de lui, qui est Jean Boissonnat, pour les gens de ma génération, vous vous souvenez qui était Jean Boissonnat. Et donc, Jean Boissonnat lui dit, écoutez, quand même, vous ne nous avez pas parlé du choc pétrolier. Et Giscard a cette formule, il dit, écoutez, je suis ministre de l'économie, donc je maîtrise les instruments de la politique économique et je peux vous garantir et garantir aux Français que nous avons la volonté et les moyens d'assurer le plein emploi et la stabilité des prix. C'est-à-dire, c'était la promesse de l'idéologie économique keynésienne de base de l'époque. Et quand on regarde un peu, après, donc plus interrogé, tout ça, il s'appuie sur les travaux d'Alvin Hansen. En fait, on lui parle d'Alvin Hansen, qui est le créateur du modèle ISLM pour les gens que l'économie fascine. Enfin, c'est le diffuseur, le créateur, c'est X. Et Alvin Hansen avait écrit en 1946-47 un livre qui s'appelait Economic Policy and Full Employment, où il expliquait que grâce au keynésianisme, on arriverait à avoir une société qui répondrait aux attentes de la population en termes de stabilité des prix et en termes de plein emploi. Et donc la thèse était simple, vous augmentez les dépenses publiques et vous combattez le chômage, vous augmentez les impôts et vous combattez l'inflation. Et donc un réglage fin de la politique budgétaire permettait de résoudre les problèmes. Et donc, c'était pour moi la quintessence du chryso-hédonisme, c'est-à-dire la maîtrise de la quantité d'or, de la quantité de monnaie, et par la politique monétaire, et surtout l'utilisation, la redistribution de cette quantité de monnaie par la politique budgétaire répondait aux attentes de la population.
Donc 74, 76, je vous rappelle, c'est le rapport McCracken, c'est-à-dire le constat qu'on est en période de stagflation, c'est-à-dire que non seulement on a le chômage et l'inflation. 2 ans après l'affirmation de Valéry Giscard d'Estaing comme quoi le chômage et l'inflation pouvaient être contenus par la politique économique, le monde développé constate qu'il a à la fois le chômage et l'inflation. Donc on va changer de pied. Et on va continuer à considérer, au niveau des instances dirigeantes, que ce n'est toujours pas l'entreprise, la liberté, la concurrence qui doit être la solution. Puisqu'on n'y arrive pas par la politique budgétaire, on va y arriver par la politique monétaire. Et donc, on rentre dans une phase, 1978, c'est les célèbres statuts de la Réserve fédérale. Hein, je vous rappelle qu'on n'arrête pas de dire, la force des États-Unis, c'est que le statut de la Banque centrale prévoit qu'ils doivent lutter contre le chômage et contre l'inflation, alors que la BCE n'a comme mission que de lutter contre l'inflation. Alors effectivement, en 78, ce qui est intéressant, c'est qu'en 78, donc, il y a 3 items sur les missions de la Réserve fédérale. Il y a la lutte pour la stabilité des prix, la lutte pour le plein emploi et la détermination de niveau de taux d'intérêt qui soit compatible avec la croissance potentielle, on n'emploie pas exactement la même expression à l'époque, de l'économie américaine. Donc ça va nous donner une période qui est la période où le banquier central devient le gourou. Pour moi, l'aboutissement ultime, c'est Greenspan. C'est si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Formule choc, c'est la maîtrise absolue, c'est le gourou. Et Greenspan atteint, à mon avis, son sommet avec l'affaire du MUI. En 2 mots, je vous rappelle, il est devant les principaux journalistes économiques de Washington. Il va durcir sa politique monétaire alors qu'il va y avoir des élections. On est en 98, des élections de mi-terme. On lui dit, mais est-ce que vous ne craignez pas d'influencer sur le résultat des élections ? Et il répond, non, moi je m'appuie sur des éléments objectifs. Alors lesquels ? Et il dit, le MUI vient de se tendre. Donc personne ne bouge, mais personne ne comprend. Et évidemment, heureusement qu'il y a dans l'assistance une espèce de paysan du Danube, de naïf, d'ingénu, qui est là, le huron de service, qui dit, c'est quoi le MUI ? Alors, vous imaginez tous les pontes de la finance de Washington qui le regardent avec un air méprisant. Qui c'est ce paysan ? Et puis, on attend la réponse. Et donc, Greenspan dit, c'est le Men's Underwear Index. Tout le monde est saisi et Greenspan d'expliquer qu'il est allé voir sa vieille maman à Brooklyn. Pour rentrer à Washington, il a pris le train. Il est passé chez Macy's et il a trouvé que les slips étaient chers. Donc on arrive à une forme de religion, d'imposture où le personnage qui est le personnage qui incarne l'efficacité du chrysohédonisme est un personnage qui est quasiment déifié. Je vous rappelle ce qu'on racontait, c'est l'homme qui parle à l'oreille des marchés. C'est le bon. Et pour moi, ça atteint la limite au moment de la Covid. Vous avez 2 interviews que je trouve très intéressantes. Une interview de François Villeroy de Galhau, donc les 2 sont François Villeroy de Galhau, notre gouverneur de la Banque de France. Et on est au tout début du confinement et on lui dit, bon, alors qu'est-ce que vous allez faire ? Il dit, rassurez-vous, un peu à la Giscard 74, nous allons, au niveau de la BCE, mettre en œuvre le bazooka monétaire. Bon, donc, 3 semaines après, on lui dit, et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Et là, François Villeroy de Galhau dit, je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion, je ne suis pas médecin. Et donc, je n'ai pas la solution à ce problème. Et donc, il y a une sorte d'aveu d'impuissance et de faiblesse qui a été confirmé par Powell en 2022 à Stockholm. Donc, Stockholm, c'est l'endroit où se réunissent de temps en temps les banquiers centraux, puisque la première banque centrale de l'histoire était celle de Suède. Et elle a été créée en 1669. Et donc, Powell dit, le statut de 78 me demande de stabiliser les prix, mais on est dans une phase de hausse des prix que j'arrive pas à contenir. Il me demande de garantir le plein emploi. Aucune de mes mesures ne devrait permettre de garantir le plein emploi. Quant à avoir des taux d'intérêt compatibles avec la croissance potentielle, il n'y a pas 2 économistes qui me donnent le même chiffre pour cette croissance potentielle. Donc comment voulez-vous que je sache ce qu'il faut ? Et on lui dit, mais alors qu'est-ce que vous faites ? Et puis il dit, je regarde. Voilà. Et donc le gourou est comme la pitié, on ne comprend rien à ce qu'il dit. Et quand on comprend ce qu'il dit, c'est qu'on comprend qu'il ne maîtrise rien.
Et donc on sort de cette période, je pense qu'on sort d'une période où effectivement la confiance en l'État en tant que moyen de résoudre les problèmes est en train de s'éroder. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va rester de tout ça et quel va être le rôle de l'État dans l'État post-criso-hédoniste. Alors je pense qu'il y a 3 éléments qui vont jouer. Le premier élément, c'est que l'État abandonne sa prétention à résoudre les problèmes économiques des citoyens, mais l'État est toujours soumis à la loi de Wagner, c'est-à-dire plus la société se civilise, plus l'État est dispendieux. Donc la loi de Wagner, je rappelle, c'est pas libéral, hein, c'est un socialiste de la chair, c'est un économiste de la fin du 19e siècle, et il explique qu'il y a une idée fausse qui consisterait à considérer que la croissance économique va faire baisser le poids de l'État dans le PIB, puisque, après tout, l'État y remplit des services qui sont relativement constants. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a de la croissance économique, on n'a pas besoin d'augmenter le nombre de magistrats. Chaque fois qu'il y a de la croissance économique, on n'a pas besoin d'augmenter les budgets militaires. Et donc, en fait, ce que dit Wagner, c'est que l'État va devenir le principal bénéficiaire de la croissance économique. Et donc, pourquoi dit-il ça? Et il dit même que la fonction ultime de l'État, c'est de gérer les oisifs. C'est-à-dire, il dit, dans toute société, il y a des gens qui produisent de la richesse et l'efficacité relative de tous ces gens-là fait que la société peut de plus en plus accepter des oisifs. Et donc, le rôle de l'État, ça va être de déterminer qui est oisif et comment on va gérer ces oisifs. Et donc, il dit, il y a 3 types d'oisifs. Il y a les jeunes, et donc il annonce des systèmes scolaires qui vont être de plus en plus des systèmes qui vont développer effectivement la scolarité obligatoire. Il se pose la question de savoir est-ce que l'école est un lieu de formation ou un lieu de garderie. Est-ce que les gens qu'on met dans les facultés, on les met là pour leur apprendre quelque chose ou pour éviter qu'ils soient dans la rue? Et donc, il pose déjà cette question. Est-ce que le rôle du professeur, c'est Je vous rappelle que Martin Hirsch, par exemple, à un moment donné, disait on va les payer pour aller à la faculté pour être sûr qu'ils sont présents à la faculté. Et ça correspondait un peu à cette idée, c'est qu'il y a une fonction de garderie de la jeunesse qui est assurée par l'État au travers du système scolaire. Et je pense d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, mais je parle devant des jeunes, je pense que cette fonction est devenue la fonction primordiale. D'après les résultats de nos performances scolaires et de tout ça, cette fonction est en train de... La deuxième type de population oisive, ce sont les personnes âgées. Et donc, ils plaide pour... Et puis le troisième, c'est effectivement les gens qui n'ont pas une productivité qui est une productivité suffisante pour être employés par le secteur privé. Et ça va devenir des fonctionnaires. Et donc il dit qu'il y a une espèce de gestion de l'oisiveté par les jeunes, les vieux et la fonction publique. Et le problème, dit-il, c'est... qu'il faut en permanence qu'il y ait la croissance pour que l'État puisse remplir cette fonction sans obérer l'avenir. Alors, la deuxième enjeu de l'État, effectivement, donc le premier enjeu, c'est de gérer les oisifs, ça va rester. Le deuxième enjeu de l'État, ce serait de se poser la question, justement, de sa capacité, à partir du moment où il n'intervient plus par la politique budgétaire et la politique monétaire, sa capacité à impliquer de façon concrète de la croissance économique, à générer de la croissance économique. Est-ce qu'il a un outil pour générer de la croissance économique ? Et donc, là aussi, cette capacité à générer de la croissance économique, c'est essentiellement par la concurrence. Et puis, la troisième mission de l'État post-criso-hédoniste, c'est effectivement ce que je traite dans les physiocrates, c'est-à-dire de gérer les externalités. C'est-à-dire quelles sont les externalités, quelle est la compétence de l'État face à ça. Alors, pour arriver à des choses concrètes et positives, la première mission de l'État de gérer l'oisiveté, son problème, je pense, c'est qu'il hérite de la période criso-hédoniste et de l'organisation de la société, le fait qu'il n'a plus les moyens fiscaux de gérer ses dépenses. C'est-à-dire qu'il est en permanence en déficit, avec un mécanisme qui est un mécanisme cumulatif. Sur les 3100 milliards de dettes de l'État français, quand vous regardez à quoi ils ont été utilisés, alors... c'est tout le problème du multiplicateur et tout ça, mais l'État a accumulé 3100 milliards d'euros de dettes et il a versé 2700 milliards d'euros d'intérêts. C'est-à-dire qu'il a joué avant tout un rôle qui était un rôle
de ce qu'on appelle Robin des Bois inversé. C'est-à-dire il a pris l'argent de tout le monde et avec cet argent de tout le monde, il a versé des intérêts à la partie la plus aisée de la population qui détient la dette publique. Alors, la justification keynésienne de ça, c'est de dire que ces 3100 euros de dette ont généré de la croissance en générant de la demande, ils ont incité des entreprises à produire, et donc une partie de cette croissance a servi effectivement à payer les 2700 euros de dette, d'intérêt. En pratique, il n'y a jamais eu aussi peu de croissance dans les pays développés que depuis que les États sont en déficit. Alors, il y a des débats sans fin. Est-ce que ces effets multiplicateurs, cette capacité de l'État par ses dépenses à générer de la croissance grâce à la gestion de la demande, encore une fois, la sortie pour moi du chrysohédonisme, c'est le constat que ce mécanisme de multiplication, ce mécanisme d'Alvin Hansen, ce mécanisme qui suscitait et qui justifiait les propos de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 ne marche pas. Et donc, le premier problème de l'État, c'est effectivement d'être en capacité de redresser ses comptes, c'est-à-dire d'être en capacité d'équilibrer ses comptes malgré une charge d'intérêt qui est de plus en plus importante. Alors, comment il faut faire ? Là, il faudrait y passer toute la journée sur ce qu'il faut faire. À titre personnel, à la sortie de la grande école scientifique à caractère militaire, j'ai rejoint l'INSEE. Et après avoir fait un premier poste au sein de l'INSEE, après Edmond Malinvaud, qui était le directeur général de l'INSEE de l'époque, me demande où je veux aller, mon prochain poste. Et je dis, je veux aller à la direction du budget parce que je pense que c'est le seul endroit dans l'appareil d'État où on a conscience qu'il faut équilibrer le budget. Alors il me regarde un peu surpris. Alors, on se tutoyait puisqu'on avait fait la même grande école. Et donc tu veux équilibrer le budget ? Je dis oui. J'avais en face de moi un des plus grands économistes du pays qui n'a pas eu le prix Nobel mais qui était quand même un des personnages. Et donc Malinvaud me dit et tu penses qu'on est en 82 et je dis mais le budget était équilibré il n'y a pas si longtemps que ça. Il me dit ah oui, mais il y a des effets de cliquet là. Tu penses qu'on va arriver à rééquilibrer en 82, équilibrer le budget ? Ah ben je dis oui, mais en tout cas la direction du budget est là pour ça. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu à la direction du budget. Tout le monde a fait ce qu'il a pu à la direction du budget. Et récemment, là, avant-hier, j'ai déjeuné avec mon ancien sous-directeur qui m'a dit ah oui, on a beaucoup travaillé. Je dis oui, mais bien en vain. Il me fait ah oui. Pourquoi tu dis ça ? Écoute, dans toute la période au mois où j'y étais avec toi, jamais le budget n'a été équilibré. Et il a eu ce propos, il a dit « Oui, mais depuis, ça s'est encore aggravé. » Je dis « Oui, c'est vrai. » C'est vrai. Finalement, on n'était pas si mauvais que ça parce que la situation n'arrête pas de s'aggraver. Alors, je rappelle quand même que le déficit de l'État, c'est 154 milliards d'euros. 154 milliards d'euros. Et donc, pour réaliser ce que représente ce qu'on appelle l'équilibre primaire, c'est-à-dire l'équilibre en considérant que la charge d'intérêt, qu'on peut accepter un déficit égal à la charge d'intérêt. La charge d'intérêt, c'est 54 milliards, donc il y a 100 milliards de déficit au-delà de ce que les normes traditionnelles mettent comme étant acceptable. 100 milliards sur des dépenses qui font un peu plus de 400 milliards. Il faudrait que l'État réduise de un quart ses dépenses pour arriver à... Donc c'est une tâche, je dirais presque surhumaine. Et donc, la seule solution, c'est effectivement de donner du temps et d'affirmer clairement que désormais, cette foi dans l'efficacité de la dépense publique et cette foi dans l'efficacité du déficit budgétaire a été infirmée par l'histoire. Je pense pour moi que le premier combat que doit mener le libéralisme que je défends, c'est celui de l'équilibre des finances publiques. Dans mes livres, régulièrement, je cite Gladstone, le Premier ministre anglais, et donc quand il devient chancelier de l'échiquier pour la première fois, il dit les principes budgétaires de base, c'est équilibrer le budget, et surtout, chaque fois que l'on dépense une livre d'argent public, on l'apprend à un agent privé, soit directement sous forme d'impôt, soit indirectement sous forme d'emprunt qu'il ne pourra pas obtenir. Et la question que l'on doit faire, c'est de comparer l'efficacité de cette livre dépensée par l'État à l'efficacité de la même livre dépensée par l'agent privé à qui il l'a prise. Cette idée d'ailleurs n'est pas
très original, puisque quand vous regardez la vie de Turgot rédigée par Condorcet, Condorcet dit que la première chose que lui dit Turgot, c'est chaque fois qu'on dépense une livre, là aussi c'est des livres, mais des livres tournois d'argent public, on doit se poser la question de savoir quelle est l'efficacité comparée de ce qu'aurait fait l'agent privé à qui on a pris cet argent. Une des conséquences de ça pour moi, mais on peut revenir là-dessus, c'est que la première réflexion que doit avoir l'État, c'est est-ce que les missions qu'il assume relèvent vraiment de lui ? Est-ce que la mission de garderie qu'il assume dans l'enseignement supérieur ne pourrait pas être remplacée par une mission d'instruction dans l'enseignement privé ? C'est-à-dire, est-ce que des institutions privées n'auraient pas un objectif à la fois moins onéreux et plus ciblé sur la transmission de savoir que l'enseignement public qui est devenu, je maintiens, une activité de pure garderie. Et alors il y a des travaux, d'ailleurs, je ne vais pas insister là-dessus, mais il y a des travaux qui disent que en Europe, on a substitué la faculté à la prison. Aux États-Unis, les gens sont en prison et en Europe, ils sont dans les facultés. Et donc, il y a des gens qui disent qu'il vaut mieux le système américain parce qu'un gardien de prison, ça coûte moins cher qu'un prof de fac. Au train où vont les choses, d'ailleurs, je parle devant un certain nombre de collègues, c'est pas aussi évident qu'on le dit. Mais donc je pense qu'il y a une vraie réflexion sur les missions de l'État et notamment sur effectivement l'idée qu'à chaque fois que l'État assume une mission, il doit se poser la question de savoir si un acteur privé ne peut pas faire la même chose. Sur la concurrence, je pense qu'effectivement il y a un enjeu de concurrence et que la concurrence c'est toujours, et ça reste encore un enjeu, et y compris la concurrence internationale. Là aussi, dans mes prestations médiatiques, je mets en avant un travail qu'a fait le Centre d'analyse économique sur l'impact de la présence de la Chine dans l'OMC. Donc la Chine rentre dans l'OMC en 2002, et donc le Conseil d'analyse économique évalue les conséquences à 1 000 € de pouvoir d'achat supplémentaire donné à chaque ménage par an, et à des suppressions directes d'emplois de 100 000, sachant qu'ils disent que compte tenu du fait qu'on a donné du pouvoir d'achat, on peut considérer qu'il y a eu des créations indirectes d'emplois grâce à ce pouvoir d'achat supplémentaire. Et donc il est probable qu'en termes d'emploi, le bilan de l'introduction de la Chine dans le réseau du libre-échange représenté par l'OMC aura été plutôt positif pour l'économie française. Et donc, alors régulièrement, on met en avant cette idée de concurrence et il y a tout de suite des gens, on parlait de naïveté, la réponse face à la concurrence, c'est les gens qui sont pour la concurrence sont naïfs, mais ils ne voient pas que le concurrent est déloyal. Et donc, j'arrête pas de dire, c'est même son objectif du concurrent, c'est de vous détruire. C'est pas, le concurrent, c'est pas votre ami, c'est votre concurrent. Et un jour récemment à la Chambre de commerce, c'était une réunion, il m'avait convié en tant que professeur à l'ESCP, et donc la personne qui accueille, c'était c'était des entreprises sur un secteur assez déterminé, et le président de ce secteur dit « chers concurrents et amis ». Alors, je suis intervenu après en disant si c'est vos concurrents, c'est pas vos amis, et si c'est vos amis, il y a une entente et c'est pénal. Alors bon, j'ai vu le moment où j'allais pas aller jusqu'au cocktail. Mais enfin bon, bref. Donc la concurrence, c'est accepter l'idée qu'effectivement c'est un jeu, c'est une logique effectivement de rivalité, d'affrontement, et c'est comme ça qu'on progresse. C'est parce qu'on est à chaque fois remis en cause par quelqu'un d'autre. D'ailleurs, si l'État abandonne un certain nombre de missions et il le confie au secteur privé, une des conditions d'efficacité de ce secteur privé, c'est que ce secteur privé soit lui-même en concurrence. Alors, dernière remarque sur ça, et puis après je viens au troisième item. Dernière remarque, je pense qu'un des enjeux de la concurrence, c'est de lutter contre les rentes. J'ai écrit pas mal de choses là-dessus. Un livre d'ailleurs dont je suis assez content, bien qu'il n'ait pas eu de lecteur, et à part moi, parce que moi, seulement j'écris et je lis mes livres, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et bref. Et donc, ça s'appelait L'état de connivence. Et j'expliquais effectivement qu'un des grands enjeux du libéralisme, c'est de lutter contre les rentes. Un des grands apports de la pensée libérale anglaise du début du 19e siècle, par rapport à Jean-Baptiste Say, dont on a parlé tout à l'heure, c'est d'avoir identifié ce mécanisme des rentes. Et je pense que la rente de Ricardo, la rente du 19e siècle, était une rente agricole qui était fondée sur les différences de fertilité des terrains.
La rente du XXe siècle, elle s'est constituée sur une rente industrielle, sur des monopoles publics ou monopoles privés. Et donc, on a substitué ces monopoles et ensuite, on a créé des rentes et ces rentes, ensuite, ont été accaparées, alors dans le cas public, assez souvent par les personnels, assez souvent par l'État lui-même qui a essayé d'en récupérer quelque chose. Et donc, la réponse était de casser les monopoles et de mettre de la concurrence. Je pense que la rente du XXIe siècle est ce que j'appelle la rente de l'imposture. C'est-à-dire la capacité à affirmer des choses qui sont manifestement fausses et que personne ne veut détruire bien qu'elles soient fausses. Ça va être tout l'enjeu de l'intelligence artificielle. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va mouliner des informations, c'est la qualité des informations qu'elle va mouliner. Et donc le vérificateur va devenir un élément essentiel et la concurrence dans le domaine de l'information va être une concurrence de vérification. La concurrence dans les précédentes phases de la développement économique était essentiellement une concurrence sur la production et sur le coût de l'énergie et sur le coût énergie, y compris le coût du travail. Là, il y a un problème de vérification de la qualité de l'information. Et donc, il y a des rentes qui vont apparaître, qui vont être des rentes de l'imposture. Et donc, un des enjeux, c'est de casser ces rentes, c'est-à-dire de dire la vérité sur un certain nombre de choses. Enfin, le dernier élément, je pense que la prise en compte des externalités de l'écologie va supposer une révision complète de la fiscalité. Alors là aussi, je ne vais pas détailler. Je me suis exprimé à différentes phases. Moi, je suis pour la suppression de l'impôt sur le revenu, parce que l'impôt sur le revenu, il est progressif, et la progressivité n'a de sens que dans une logique de lutte contre l'inflation. Je ne rentre pas dans les détails, mais toute la théorisation de la progressivité de l'impôt sur le revenu, c'est le fait que l'impôt sur le revenu, si vous avez des tranches très élevées, ça n'incite pas les gens à augmenter les salaires, puisque de toute façon, c'est l'État qui va être le principal bénéficiaire de l'augmentation. Et donc, vous avez une forme de stabilisation de l'évolution des salaires par la progressivité de l'impôt. Comme on n'est plus dans une période d'inflation comme dans les années 60-70, la progressivité n'a plus de sens. Le deuxième enjeu de l'impôt sur le revenu, c'est ce que disait Caillot, c'est que un des problèmes, c'est qu'on va substituer au travers des impôts indiciaires, qui étaient l'impôt sur les portes et les fenêtres, un impôt qui va être un impôt sur l'activité économique immédiate. Concrètement, quand vous aviez un impôt sur les portes et les fenêtres, ce qu'il rapportait était tout à fait prévisible. On ne changeait pas le nombre de portes et des fenêtres d'une année sur l'autre. Ça a évolué, mais bon. En revanche, le revenu évolue d'une année sur l'autre. On le voit, la difficulté qu'a l'État en ce moment de faire des prévisions sur ses rentrées fiscales qui sont liées au fait que son impôt sur le revenu et son impôt sur les sociétés soient immédiatement assis sur la conjoncture. Alors, pour les entreprises, ça me paraît normal. Pour les particuliers, ça me paraît abusif. En revanche, je pense qu'il faut donc basculer cet impôt sur le revenu, faire un impôt sur le carbone, et donc je suis favorable à une taxe carbone. Alors, je vais conclure là parce qu'en général, c'est le moment où ça devient totalement insupportable. La condition immédiate de ça, c'est de porter le litre d'essence à 4 euros. Alors pourquoi je dis 4 euros ? Les mecs disent il est fou. Et donc j'ai fait un papier dans les Échos expliquant pourquoi 4 euros. Et alors, en deux mots, en 1970, quand on crée le SMIC était à 3,30 francs. Facile à retenir, puisque c'est Chaban-Delmas qui était Premier ministre. Et Chaban-Delmas avait dit 3,30 parce que 33. Et 33, c'est un nombre qui m'est cher. Je rappelle que Jacques Chaban-Delmas était député de la Gironde, 33. Donc facile à retenir. Il avait senti le moyen mnémotechnique, sauf que plus personne ne connaît les départements. Donc, il y avait quand même une idée derrière tout ça. Le SMIC de l'époque est à 1,10 franc de l'heure. Donc, avec une heure de SMIC, le litre, avec une heure de SMIC, 3,30 francs, on achète 3 litres d'essence. Et donc, aujourd'hui, le SMIC est à 11,82 €. Donc, je divise par 3 pour avoir le prix du litre d'essence. Et ça fait 4 euros. Alors quand j'ai envoyé ça aux Échos, mon correspondant me dit mais ah non, ça ne fait pas tout à fait 4, 11,82 divisé par 3. Je dis oui, mais vu le niveau arithmétique maintenant de la population, je fais simple. Et il me dit oui, c'est pas faux, c'est pas idiot. Donc ça fait 4 euros le litre. Conclusion de tout ça, je pense qu'il faut privatiser, mettre en concurrence, faire une fiscalité écologique et admettre l'idée que l'échec patent du bazooka monétaire des défenseurs du MUI et de Alvin Hansen doit être systématiquement mis en avant dans chacune de nos prestations
d'économistes libéraux ou plus simplement d'économistes. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je donne la parole à tous les gens qui veulent me poser des questions. Merci Jean-Marc. Alors on va faire comme tout à l'heure. Peut-être tu veux revenir sur la garderie. Les vertus de la concurrence, en l'occurrence pour l'école, sont démontrées. On sait très bien qu'un élève d'école privée sous contrat coûte moins cher qu'un élève d'école publique et qu'un élève d'école privée hors contrat coûte moins cher qu'un élève d'école privée sous contrat. Et c'est pas 500 balles, c'est 2, 3, 4 000 euros d'écart à chaque fois, annuellement, bien sûr. Donc c'est démontré, c'est public, la Cour des comptes le dit, les différentes... voilà, c'est écrit sur le site de l'Éducation nationale, combien coûte un élève dans le public, tout ça c'est public. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que malgré tout ça, les gens n'en sont pas convaincus, qu'il faut continuer de... Enfin, c'est public, c'est évident, la meilleure gestion des coûts, des dépenses dans le privé est évidente, et pourtant, les gens continuent de dire que l'éducation nationale est un domaine régalien. C'est devenu régalien avec M. Macron. Il a intégré ça dans les missions régaliennes et personne n'a moufté. Enfin, tout le monde considère que c'est vrai, que l'État doit continuer d'éduquer les petits-enfants. Je suis maîtresse d'école et je suis tout à fait d'accord avec vous sur la fonction de garderie actuelle de l'école. Hein, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à convaincre avec des choses aussi objectives que des coûts qui sont actés par la Cour des comptes? Elisa, qui est trop modeste, a écrit La Grande Garderie, un ouvrage qui a eu pas mal d'échos récemment. Voilà, non, c'est bon ça. Je suis désolé d'avoir récupéré. Mais parce que c'est... Oui. Alors, non... Oui, mais vous n'en avez pas eu assez parce que. Non, alors, c'est un enjeu fondamental et je suis d'accord avec vous. Et je pense qu'il y a dans cette affaire, effectivement, je pense que la gauche historique, la gauche collectiviste, la gauche étatiste a compris qu'elle avait échoué. Elle a échoué humainement parce que dans sa forme la plus dramatique, elle est devenue criminelle. Hein. Le bolchevisme, tout ça, c'était criminel. On parlait d'Ayn Rand. Je pense que les gens qu'elle défendait à West Point, c'était des gens dont elle espérait qu'ils allaient se battre physiquement contre des criminels. Ces gens-là étaient... C'est d'ailleurs ce que disait Gorbatchev. Le communisme n'a produit comme leader que des naïfs inconscients, des criminels ou des corrompus. Donc le système... Et la gauche modérée de gouvernement social-démocrate, elle a ruiné le Royaume-Uni, elle a plombé la Scandinavie. Donc tous les gens qui réfléchissent un peu savent que la gauche, des gens de gauche qui mesurent le bilan de ce qu'ils ont fait, ont conscience que leur passage au pouvoir est calamiteux. Donc ce n'est plus leur enjeu. D'ailleurs, Mélenchon fait tout pour perdre. Il a réactivé l'idée. Vous savez, un flic mort, c'est un électeur du Rassemblement national en moins. Donc, des gens s'indignent, ils se frottent les mains. Ah, enfin, j'ai encore perdu 10 000 électeurs. Parce que son objectif n'est pas de gagner. Son objectif, c'est de consolider ce que j'appelle des rentes, et notamment ces rentes de l'imposture. Et donc, la gauche a comme objectif de contrôler un certain nombre de secteurs économiques qui va assurer à ses leaders des revenus basés sur le mensonge et ne permettant pas, effectivement, de les impliquer dans une forme de travail quelconque. Donc, ils contrôlent l'enseignement supérieur et l'enseignement d'une façon générale. Ils contrôlent les médias et ils essaient de contrôler certains types d'électorats un peu particuliers, un peu marginaux, comme les islamistes. Et donc, cet arc-là est quelque chose auquel ils ne veulent pas toucher. Donc, ils ont pris le pouvoir à Sciences Po, mais il n'y a pas qu'en France. Hein. Ils ont pris le pouvoir à Harvard, ils ont pris le pouvoir avec un seul objectif, c'est de consolider leur rente. Et donc, comme ils contrôlent les médias, avec un réseau d'influence considérable. C'est-à-dire, c'est en ça pour moi qu'il y a rente de l'imposture. La rente de l'imposture, c'est la capacité à générer un revenu par le mensonge. Le revenu du rentier du 19e siècle, c'était la fertilité du sol. C'était quelque chose de... Le revenu du rentier du 20e siècle, c'était un mode d'organisation du monopole industriel. Le revenu du rentier du 21e siècle, c'est le mensonge. Donc ils vont fonctionner sur le mensonge en disant on est plus efficace, on rend un service public, on ne fait pas de profit, on sort de la situation dramatique des gens venus de milliers de favorisés. Oui, absolument, c'est des mensonges. Et donc, leur capacité, c'est encore une fois, d'asseoir leur rente sur le mensonge. La réponse à ça, c'est d'être en capacité de générer
la vérité. C'est ce que je dis. Le combat contre la rente de l'imposture, c'est le combat pour la vérité. Donc, non seulement il faut que vous écriviez, mais il faut que vous prolongez. Il faut répandre ce bruit partout. Et la deuxième chose, c'est que il faut avoir en gestion de l'influence non seulement la dénonciation de l'imposture et du mensonge, mais la capacité à obtenir le droit de créer un réseau concurrentiel parallèle. Donc je crois que le vrai combat, c'est le combat qui a été plus ou moins gagné au Royaume-Uni, qui commence à être regagné dans un certain nombre de pays. Ce qui se passe, et puis je vais en rester là sur ce sujet, mais ce que je trouve très intéressant de ce qui se passe au Kenya. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des émeutes au Kenya en ce moment. Le président de la République du Kenya était au G7, il accompagnait le président de l'Union africaine. Et pourquoi ? Parce que le président de l'Union africaine lui avait demandé de venir en disant « Le véritable drame qui se prépare, c'est la faillite d'un certain nombre de pays africains ». Donc le Ghana a sauté, l'Éthiopie a sauté, et le Kenya vient de sauter. Et donc la réponse du gouvernement kényan, ça a été « j'augmente les impôts ». Et la Banque mondiale a fait un rapport, pour non pas le G7, mais pour le G20, disant « la crise de la dette qui se prépare va avoir comme conséquence d'obliger les pays africains à baisser leurs dépenses d'éducation et leurs dépenses de santé ». Et la réponse du président du Kenya a dit « Bon, je ne peux pas augmenter les impôts. Il y a eu des émeutes, ils ont saccagé le Parlement, il y a eu des morts. Il y a un moment où, pour reprendre le Parlement, on tire. Bon, et il a dit « Est-ce que vous avez conscience que c'est la porte ouverte à des entreprises privées d'éducation ?» Il a présenté ça comme étant un repoussoir. Et ce qui est intéressant, c'est que un certain nombre de dirigeants africains ont dit « Ben oui, après tout, si c'est ça la solution, nous allons y aller. » Et donc, why not ? Et donc, je pense que la crise des finances publiques est telle qu'à un moment donné, l'État va être obligé de se délester d'un certain nombre de fonctions et que le vrai débat, ça va être la nécessité de se délester, donc d'accepter la privatisation de l'enseignement face au combat des rentiers de l'imposture qui vont dire non, il faut le garder parce que c'est régalien. Je suis d'accord avec vous. Donc vous avez le discours c'est régalien, on le garde, et vous avez la nécessité. Écoutez, il y a un moment où on ne peut plus. Bon. Et donc c'est pour ça que je suis assez optimiste. Je pense qu'il faut continuer à mettre le combat contre les rentiers de l'imposture et savoir que l'État va être obligé de lâcher prise. On parlait de guerre privée et tout ça. L'État a lâché prise dans certains pays sur des milices privées au travers de Wagner et tout ça, parce que le militaire n'est pas forcément gestionnaire du mensonge. Mais si on arrive à combattre le gestionnaire du mensonge, on y arrivera. En vous écoutant, il y a ce beau livre, je ne sais pas s'il est bien connu, de James Tooley, je ne sais pas si tu connais, The Beautiful Tree. C'est un journaliste économiste anglais qui était envoyé en Inde pour faire une enquête sur les écoles privées. Il s'attendait à aller visiter des écoles de la upper class, etc. Et en fait, il a découvert ces écoles privées dans les quartiers les plus pauvres parce qu'il y avait une faillite totale du système éducatif public. Et donc, les familles même pauvres étaient prêtes à donner $1 par semaine ou par mois pour que leur enfant apprenne un peu d'anglais, à se servir d'un ordinateur. Et après, il est allé au Kenya, c'est ce qui me fait penser, il est allé dans d'autres pays d'Afrique, il a vu exactement le même phénomène dans les quartiers les plus démunis où le service public était tout à fait en faillite. Eh bien, il y a des petites écoles privées, donc peut-être que le président du Kenya a lu The Beautiful Tree, un très bel ouvrage de James Tooley, T-2-O-L-E-Y. Vos commentaires sur ce qui se passe en Argentine. Ah oui. Alors je vais vous dire. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire et tout ça, il faut avoir conscience d'une chose, et puis je vais revenir sur l'Argentine, mais il faut avoir conscience d'une chose, c'est que la jeunesse mondiale est en Afrique. Une des grandes caractéristiques de la période que nous vivons, c'est que les vieux et les jeunes ne sont pas au même endroit. Et donc les vieux sont en Europe et en Asie, et les jeunes sont en Afrique et en Inde. Et donc un des enjeux, indépendamment de mais un des enjeux de l'économie mondiale, ça va être la qualité du capital humain africain. Et donc, d'une certaine façon, encore une fois, l'exemple kényan, c'est-à-dire la faillite des systèmes publics d'éducation, s'il y a des systèmes privés qui sont capables d'émerger, peut être aussi une opportunité de passer de la logique de garderie à une logique d'efficacité économique. Et oui, absolument. Absolument. Et la dernière chose, c'est qu'en Angleterre, quand on a lancé ces expériences de privatisation,
La réponse des rentiers de l'imposture, ça a été de dire vous allez livrer l'enseignement non seulement à des groupes privés, mais à des groupes religieux. Et donc, les gens qui sont efficaces sur le plan mathématique vont avoir fait mathématiques le matin, charia l'après-midi. Et donc, on peut faire mathématiques le matin, charia. Mais si on fait, c'est une affaire privée. C'est l'épouvantail. Et donc, il faut là aussi combattre contre ce discours. Alors, sur l'Argentine, ce qu'il y a d'intéressant en Argentine, c'est qu'on a une présentation de l'Argentine en disant tout ça, c'est... bon, l'Argentine est à la dérive pour de multiples raisons, mais il y a une sorte de lien entre les dépenses publiques et l'inflation. Et donc, bon. En fait, ce qui se passe en Argentine, c'est un peu la même chose qu'en Turquie. Vous avez un moment où, dans toute économie, dans un système de change, c'est un système de change flottant, et vous n'avez pas d'accord et vous n'avez pas de possibilité de trouver un accord avec les gestionnaires de la monnaie mondiale. Grosso modo, vous êtes sur le marché d'échange argentin, les gens décident de spéculer contre votre monnaie. Et ils n'ont pas besoin d'en avoir, hein. C'est un mécanisme simple. On crée des pesos, on va voir le système bancaire pour créer des pesos, et puis on va les changer contre des dollars. Et si en face de vous, la puissance qui gère les dollars ne veut pas vous aider à stabiliser le change, à ce moment-là, votre change s'effondre régulièrement. La conséquence, c'est que vous rentrez à ce moment-là dans une spirale, vous avez dévaluation, inflation, les gens interprètent l'inflation comme la future dévaluation, donc de nouveau dévaluation, de nouveau augmentation des prix importés, donc de nouveau inflation, et votre monnaie, bon, jusqu'au moment où votre monnaie disparaît. Et à ce moment-là, vous essayez de repartir sur des bases saines. Alors, pourquoi je parle de la Turquie ? Parce que c'est le même problème en Turquie, et dans les deux cas, la seule solution, c'est de trouver quelqu'un qui vous fournit les dollars pour stopper à un moment donné la spéculation contre votre monnaie. Bon. Et donc, ce qu'a fait Milei, c'est indépendamment, c'est de répondre à cette urgence. Donc, il a dévalué, il a fixé un taux de change du peso qui est de 50% en dessous de celui de ce qu'il a trouvé. Et puis, il a négocié avec le FMI. Donc le FMI lui a imposé un certain nombre de... Donc il a accepté les règles de dépenses et tout ça. Mais le véritable enjeu, c'est que le FMI lui a prêté 800 millions de dollars pour stabiliser son change. Et donc s'il y arrive, à ce moment-là, il pourra construire. C'est-à-dire, s'il arrive, un, à stabiliser le change, et deux, à persuader, une fois qu'il aura persuadé le FMI de donner 800 millions, de redonner encore 800 millions, enfin, de faire de l'objectif de stabilisation du change, s'il arrive à l'atteindre et à persuader ses partenaires qu'il ne cédera pas sur cet objectif-là, je pense qu'il va pouvoir arrêter l'inflation et redonner à ce moment-là à l'économie argentine, qui est une économie qui a des potentialités énormes, un statut d'économie de référence. Erdogan n'est pas dans cette logique-là. Et donc, Erdogan est en train de faire disparaître la monnaie turque. Vous en avez un autre exemple c'est ce qui s'est passé au Zimbabwe sur les 2 dernières années. Il est arrivé un moment où le gouvernement du Zimbabwe, qui avait trouvé un accord avec l'Afrique du Sud pour stabiliser par rapport au rand, a rompu cet accord. Et donc là, en ce moment, la monnaie du Zimbabwe, c'est des bonbons, puisque plus personne... Et c'est une excellente monnaie, parce que quand il y en a trop, les gens les mangent. C'est-à-dire en période d'inflation, les gens mangent les bonbons. Et quand, au contraire, ça manque, les gens stockent les bonbons. Parce que ce n'est pas un produit suffisamment addictif pour qu'on se dise « Bon, je ne peux pas le garder, il faut absolument que je le mange. » Bon. Et donc, le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Zimbabwe était à Pretoria il y a 15 jours pour négocier effectivement la stabilisation d'une nouvelle monnaie qui est créée. Donc pour répondre à votre question, je crois que dans tout ce qui se passe dans ces pays-là, le véritable enjeu, c'est la stabilisation du taux de change. Et je pense qu'une des faiblesses du système chrysohédoniste et du système, c'est d'avoir fait exploser le système de change fixe. C'est-à-dire, il y a 50 ans, quand je parlais de Giscard, le discours officiel il y a 50 ans, c'est que les changes flottants qui sont apparus en 1973 allaient permettre d'équilibrer les balances des paiements courants. Que le marché allait donner le taux de change d'équilibre. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et non seulement ce n'est pas ce qui s'est passé, mais on a des crises de balance des paiements courants récurrentes. Et donc, je pense qu'une des forces aussi du libéralisme du 19e siècle, de Gladstone et tout ça, c'était la stabilité monétaire par les talons or. C'est
C'est le discours de Gaulle de février 65. Quelle est la vraie monnaie? C'est l'or, parce que l'or, ça n'appartient à personne, ça n'a été créé par personne, c'est n'est manipulable par personne, et c'est une discipline. Alors bon, il y aurait toute une... Est-ce que c'est le bon moyen? Mais je pense que le système de change flottant est une des composantes de ce que j'appelle le chrysohédonisme, c'est-à-dire la création de monnaie débridée, et que ce système-là est un système qui est par nature déstabilisateur, déstabilisant, et qui aura d'une certaine façon détruit des pays comme... Alors, ils se sont aidés, mais enfin, comme l'Argentine et la Turquie, qui sont des économies du G20. Je crois que ces aspects libéraux sont des aspects de second rang par rapport à cet objectif premier. C'est-à-dire qu'effectivement, et en particulier, il a gagné les élections sur la lassitude d'un pouvoir qui était un pouvoir interventionniste et corrompu. Et donc, il a joué là-dessus. Mais il a des propos qui sont enfin, il a essayé de se concilier la partie religieuse du pays en dénonçant l'avortement. En fait, il y a des éléments qui sont des éléments... il n'est pas libéral sur le plan des mœurs, en fait. Il a un libéralisme dont je pense que ce libéralisme est aussi une forme de gage vis-à-vis de ce qu'il estime être ce qu'attend de lui le FMI. Mais en soi, c'est pas grave. Hein. S'il le fait, même s'il n'est pas sincère, ça n'a aucune importance. Et son discours à Davos était assez clair. C'est-à-dire quand il conclut en disant « Vive la liberté, bordel ». Enfin, il emploie un mot espagnol qui est traduit différemment suivant les spécialistes. Mais la conclusion, c'est « Vive la liberté, bordel ». Je pense que ça correspond à son état d'esprit. Et la traduction de ça, c'est quand même, dans l'immédiateté, de répondre un peu aux attentes du FMI. Non, juste une remarque. Je suis un petit peu surpris par le choix de chrysohédonisme. Je confesse ne pas avoir lu la théorie générale de Keynes. Mais enfin, comme tout le monde, je baigne dans un keynésianisme permanent en disant, enfin bref, et on entend parler de reliques barbares, etc. Il me semble que ce keynésianisme est le contraire du chrysohédonisme et de l'amour de l'or. C'est au contraire l'amour du rien, du vide, d'une monnaie qui ne repose absolument sur rien, et surtout pas sur l'or, quoi. Le chrysohédonisme, qui est une expression du 19e siècle, de même que l'alchimie, c'est l'idée justement de se débarrasser de la contrainte en tant que quantité, et donc de chercher à avoir le maximum donc au 17e, 18e siècle, pour avoir le maximum de quantité de monnaie, la seule solution que vous avez, c'est de récupérer de l'or. L'expression chrysohédonisme, c'est pas l'amour de l'or en tant que tel, c'est l'idée que plus vous augmentez la quantité de monnaie, en l'occurrence l'or, mieux ça vaut. Que le véritable enjeu dans la richesse, c'est l'augmentation de la quantité de monnaie. Et donc, ce qu'explique bien Ancillon, c'est une théorisation de la demande. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que si vous augmentez la quantité de monnaie, vous allez augmenter spontanément la demande, et cette augmentation de la demande est à l'origine de la création de richesse. Et en ça, le keynésianisme est une version non pas de l'amour de l'or, mais de la théorisation de la quantité de monnaie en circulation. Et donc, alors si vous regardez ce que j'appelle moi le chrysohédonisme, mais si vous regardez l'évolution, après on est passé par l'école post-keynésienne, donc les économistes post-keynésiens, qui expliquaient bien que justement à partir du moment où on s'est débarrassé de l'or, on peut créer autant de monnaie qu'on veut, et on peut financer les grands projets, tout ça, avec de la création monétaire. Et puis on arrive à la théorie monétaire moderne actuelle, qui vous explique que le rôle de l'impôt n'est pas de financer l'État. L'État doit être financé par la création de monnaie. Le rôle de l'impôt, c'est uniquement d'assurer la redistribution des richesses. Et donc, le rôle de l'impôt, c'est de prendre de l'argent aux riches. Et alors après, on le prend et l'État le récupère, mais l'enjeu de l'impôt, c'est pas le niveau de dépenses publiques. L'enjeu de l'impôt, c'est le niveau de confiscation que l'on veut faire sur les riches. Alors tout ça, ça obéit, à mon avis, à la même logique intellectuelle, c'est la quantité d'or qui est alors, chrysohédonisme, encore une fois, c'est l'amour de la quantité d'or. C'est pas de l'or en tant que tel, c'est l'or en tant que symbole de la monnaie qui va être mise en circulation. Plaisir, oui, absolument. Oui, c'est le plaisir, oui, c'est le plaisir garanti. Oui, c'est c'est la jouissance obtenue par la quantité de monnaie en circulation. C'est la jouissance, c'est le daimon, c'est pas le exactement. C'est la jouissance par la quantité de monnaie en circulation. Parce qu'effectivement, Keynes, lui, et puis Keynes, il dit bien qu'il faut se débarrasser de l'or et tout ça, et son idée, et quand...
Oui, oui. Revenir à l'étalon or, revenir à l'or, ce serait effectivement avoir au contraire le contraire de ce qu'il y a derrière ce mot. Mais pourquoi j'emploie ce mot encore une fois? Parce que c'est le mot de Frédéric Ancillon. Et donc Frédéric Ancillon, il écrit dans la première moitié du 19e siècle, à l'idée où la quantité de monnaie est forcément une quantité qui est assise sur l'or. De même, quand Michel Chevalier parle d'alchimiste, son idée, c'est de créer de l'or, puisque la monnaie, c'est de l'or. Donc, le mot Chrysos, c'est plus monnaie qui devrait être utilisé que or en tant que tel. Oui, c'est ça. Voilà, voilà, la richesse, c'est par la monnaie. La monnaie est un but et non pas un moyen. Autre question. Effectivement, vous avez analysé tous les problèmes qui sont liés au système monétaire actuel et vous dites optimiste sur l'avenir. Mais la question que je voulais vous poser, c'est comment pourrait venir comment pourraient advenir des réformes ou des changements dans le système monétaire actuel, ou par exemple dans un changement dans les politiques des banques centrales, d'où est-ce que ça pourrait venir et comment ça pourrait se manifester? Alors d'abord, sur les politiques des banques centrales, je crois que les banques centrales en fait, les gens qui sont à la tête des banques centrales se sont battus et maintiennent la pression pour rester indépendants. Et donc tout le débat, c'est quelle est la réalité de leur indépendance, et à partir du moment où la réalité de leur indépendance est acquise, quel est l'enjeu et des missions qu'on doit leur confier. Et donc, c'est tout le débat. D'ailleurs, quand on dit il faut qu'il y ait 2% d'inflation, je rappelle qu'à 2% d'inflation, on détruit la monnaie progressivement. On perd 2% de pouvoir d'achat tous les ans. Hein. Et donc, là aussi, à l'époque du 19e siècle, à l'époque libérale, pour des gens comme Gladstone, 2% d'inflation, c'est un scandale. C'est-à-dire la richesse et la création de richesse et le progrès technique doit avoir comme conséquence non pas d'augmentation des revenus, mais une baisse des prix. C'est-à-dire que la gestion du progrès, le but, c'est de baisser les prix. Alors les banques centrales, alors pour revenir aux banques centrales, le véritable enjeu pour elles maintenant, c'est de préserver leur indépendance et donc d'essayer d'afficher une espèce de service rendu, non pas aux États, mais aux populations. Mais ce que je crois le plus déterminant dans ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer, c'est que je parlais des déficits de balance des paiements courants. Alors c'est assez amusant parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2008, à l'automne 2008, la reine d'Angleterre visite la London School of Economics et elle s'abat sur un professeur en lui disant « Mais écoutez, vous… » Alors pendant une heure, on lui présente machin qui va avoir le prix Nobel, machin qui a eu le prix Nobel, enfin elle lui présente tous ces gens comme étant des génies. Et à la fin, elle est un peu agacée, mais toujours très… reine d'Angleterre, et elle prend un professeur qui se trouve être un Espagnol qu'on a choisi pour enseigner l'espagnol et à qui on a demandé de ne pas parler anglais pour être sûr qu'il ne parlera qu'en espagnol à ses étudiants. Donc elle s'adresse au seul personnage dans la salle qui ne parle pas un mot d'anglais. Et alors, et donc, le pauvre garçon s'est tétanisé et donc elle lui dit « Mais comment se fait-il que des brillants esprits comme vous n'aient pas prévu ce qui est en train de se passer, et deux, semble dans un état de panique absolue sur ce qu'il faut faire. » Alors, on finit par organiser tout ça. Et alors, j'invite tous les gens qui s'intéressent à lire ce qu'on appelle les réponses à la reine d'Angleterre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Et la réponse finale, c'est de dire « Ah, c'est vrai, on s'est trompé. » Bon, ça arrive, tout le monde s'est trompé. Mais il y a un vrai problème dans l'économie mondiale, c'est l'incapacité à résorber les déficits de balance des paiements courants. Je pense que c'est ça, effectivement, qui est l'enjeu de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que les déficits de balance des paiements courants continuent à s'accumuler, ce qui fait qu'il y a ce que j'appelle des pays détenus et des pays détenteurs. C'est-à-dire quand vous êtes en déficit, vous êtes obligé de vendre une partie de votre patrimoine pour solder ce déficit. Et quand vous êtes en excédent, vous utilisez cet excédent pour acheter le patrimoine de ceux qui vendent. Et à la fin, tout ça se boucle, puisque au niveau de la planète, les paiements sont équilibrés. S'il y a pas, les déficits des uns sont les excédents des autres et symétriquement. Et alors, quels sont les pays qui sont détenus ? Quel est le pays qui a le plus vendu, parce que c'est le pays qui a été le plus en déficit ? Ce sont les États-Unis. C'est-à-dire que l'année dernière, si vous regardez, les déficits, c'était 1800 milliards de dollars et les excédents, 1800 milliards de dollars. Et sur les 1800 milliards de déficit, vous avez 1000 milliards des États-Unis. Ce qui veut dire qu'en face, les gens qui ont ramassé les 8800 milliards,
Mais ils ont acheté les États-Unis. Et donc, c'est qui? C'est le Japon, l'Allemagne, les pays pétroliers, moins la Chine maintenant, parce que la Chine, elle a eu sa période faste, et puis maintenant, la Chine, elle est plutôt... Bon. Et donc, concrètement, les États-Unis, là aussi, si vous regardez la presse, alors pas les débats entre Trump et Biden, parce que les États-Unis, c'est l'URSS dans les années 80, c'est une gérontocratie, c'est absolument incroyable. Tchernienko avait des moments de lucidité par rapport à Biden, enfin, c'est absolument invraisemblable ce qui se passe. Mais donc, quand vous regardez effectivement la presse américaine, là où ils ont été traumatisés par ce qui s'est passé à Harvard, c'est de découvrir qu'en réalité, tout un tas d'éléments qui sont des éléments de souveraineté sont devenus la propriété de puissances étrangères. Et donc, ils sont en train, donc vous avez, donc Greenspan a pris position là-dessus, de dire qu'effectivement, le vrai problème, c'est que le système monétaire actuel ne permet pas un équilibrage automatique des balances des paiements courants, et que le fait que les États-Unis en aient bénéficié dans un premier temps en vivant au-dessus de leurs moyens, c'est-à-dire ils consommaient plus que ce qu'ils produisaient, est en train de se retourner contre eux. C'est-à-dire que cette consommation, cette capacité à générer des revenus a été faite en vendant une partie. Ils ont vendu les bijoux de famille. Et donc, je pense que les États-Unis vont être conduits, s'ils ne veulent pas progressivement perdre tout leur patrimoine, à chercher un problème d'équilibrage, de nouvelles règles monétaires qui conduisent à un meilleur équilibrage des balances des paiements courants. Alors, Greenspan, après avoir parlé à l'oreille des marchés, maintenant a redécouvert les charmes de l'étalon or. Donc là, il dit, voilà, écoutez, il n'y aurait jamais eu tout ce qui s'est passé si on avait gardé les talons or. Bon. Mais avant d'en arriver là, je pense qu'effectivement, c'est pour ça que je suis relativement optimiste, les Américains, ils sont cyniques, ils sont pragmatiques, et donc ils réagiront à partir du moment où ils auront la conscience que ça devient un problème pour eux. Le dollar, c'est notre monnaie, et c'est votre problème. Sauf que c'est en train de devenir leur problème. Et donc, si un jour il y a un président des États-Unis, ce qu'on peut espérer à moyen terme, à ce moment-là, ce problème, je pense, sera sur la place. C'est pour ça que je pense qu'on peut espérer une réorganisation monétaire plus stable. Dernière, et c'est fini, si on passe au suivant. Là. Ah oui, dernière question. Alors, non, je pense pas, parce que ça ouvrirait un débat, mais cette question fiscale qui a été évoquée à la fin, avec le litre d'essence à 4 euros, c'est vrai que dans une tradition libérale, on est en faveur, pour le lier à notre discussion de ce matin, bon, il faut un État régalien, etc., il faut le financer, il faut un impôt. Et la philosophie de l'impôt, ça a été le plus neutre possible. C'était l'impôt de capitation, éventuellement, etc. Bon. Donc voilà, la question qu'on aurait pu se poser, c'est est-ce que, par exemple, toutes ces taxes écologiques, de toute évidence, elles ne sont pas neutres, parce qu'elles sont faites pour influencer et peser sur les comportements des individus. Donc on s'éloigne déjà de ce qu'était l'objectif de neutralité. Et puis, quelle en serait l'incidence? Parce qu'une taxe neutre, c'est une taxe dont l'incidence sur la création de richesse est la moindre possible. Comme disait Smith, on prend dans la poche des gens aussi peu que possible, au-delà de ce qui valait dans le trésor public. Voilà, donc c'était ma question, mais honnêtement, je ne pense pas qu'en une minute, on puisse... Effectivement, il y a cet aspect, est-ce que les impôts sont là pour répondre aux externalités? C'est un débat qui est relativement récent. C'est-à-dire que tout le monde parle de Pigou. Pigou, c'est le libéralisme, mais le libéralisme anglais du début du XXe siècle. C'est post-Gladstone, c'est le libéralisme anglais qui prépare les travaillistes. C'est un personnage assez intéressant d'ailleurs, Pigou. Mais je pense que cette idée d'externalité est une idée... assez importante, c'est-à-dire que et alors je parle des physiocrates, on voit bien quand même que la fiscalité a des conséquences sur le comportement. Il y a l'histoire du margrave de Bade qui applique la politique des physiocrates et qui supprime les impôts sur l'alcool, puisque l'alcool n'est pas issu, donc il n'y a pas besoin, l'impôt doit être sur la terre et pas sur les produits de la terre, donc on supprime l'impôt sur l'alcool. Et donc, Voltaire raconte que
son territoire devient une espèce de vaste cabaret où tout le monde vient se saouler parce que ça coûte pas cher. Et donc, il y a quand même une conséquence, une incidence de l'impôt sur le comportement. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est pour ça que je dis l'impôt sur le revenu ne correspond plus à ce qui devrait être, donc il faut le supprimer. La CSG ou un impôt proportionnel, ça me paraît plus... Et en revanche, garder cette idée d'un impôt en externalité, ça me paraît un des apports par rapport à la période où ont été formulées les premières théories fiscales, et un apport qui a été senti dès le début, puisque les physiocrates se sont heurtés tout de suite à cette histoire du margrave de Bade. Alors pour conclure, je suis aussi partisan du paquet de cigarettes à 25 €. Et alors pourquoi 25 €? Parce que c'est le prix en Australie. Et alors, alors je raconte ça. Et l'autre jour, j'ai croisé un assureur. Et il me dit, vous savez qu'avec ce genre de conneries, parce que c'est comme ça qu'on me parle, avec ce genre de conneries, on déstabilise le marché de l'assurance. Je dis pourquoi? Et il me dit, écoutez, comme à 25 €, ça devient rentable de faire des casses dans les bureaux de tabac. Ça a déjà commencé. Et donc il dit, donc le coût de l'assurance vol dans les bureaux de tabac devient tel que plus aucun assureur ne... Ah oui, oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Mais l'enjeu derrière tout ça, effectivement, c'est la question qui se pose. C'est est-ce que la société est disposée à assurer une vision à long terme sur les enjeux climatiques? Et donc, l'économiste propose. Oui, l'économiste propose. Le politique dispose et le citoyen consent. C'est la base de tout. Moi, je propose. Donc, je vais vous quitter en vous proposant 4 € le litre et 25 € le paquet de cigarettes. C'est bien de l'âge voilà. Je propose. On était amis, mais moi qui habite à la campagne et qui fume, je crois qu'on est plus amis.